Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 12 au 18 juin. Nous commençons cette semaine avec le CI3S des Laurentides qui a souligné la première année d'activité du service Ma Grossesse. Au cours de cette première année, ce sont 2122 futures mamans des Laurentides qui ont été accompagnées pendant leur grossesse. À la suite de leur inscription sur leur portail, les futures mamans sont contactées dans un délai de 48 heures. Un accompagnement personnalisé leur est ensuite offert. Elles peuvent notamment recevoir du soutien dans la recherche d'un professionnel de la santé pour assurer leur suivi de grossesse et être référées vers les différentes ressources existantes au CI3S de Laurentides, soit les programmes SIPPE et OLO, les cours prénataux ou encore les services psychosociaux généraux. Les services sont adaptés aux besoins de chaque femme. L'équipe de Ma Grossesse travaille aussi en étroite collaboration avec les nombreux organismes communautaires, pharmacies et cliniques médicales de la région dans l'objectif d'accompagner de façon proactive et bienveillante les futures mamans et familles du territoire. Madame Rosemonde Landry, présidente directrice générale du CI3S de Laurentides, explique que le nombre de femmes ayant bénéficié du nouveau service est remarquable et que leur satisfaction à l'égard de celui-ci est palpable. Elle ajoute que les femmes mentionnent régulièrement leur appréciation de l'accompagnement offert pendant cette période importante de leur vie et que le succès de ce service au cours de sa première année d'activité est certainement attribuable à l'engagement de l'équipe. Pour plus d'informations sur le programme Ma Grossesse ainsi que sur les services offerts aux femmes enceintes, consultez la section Grossesse et accouchement du site web du CI3S de Laurentides. Le CI3S des Laurentides bonifie les services de sage-femme offerts aux femmes des Laurentides. Les futures mamans bénéficiant d'un suivi sage-femme ont maintenant accès à davantage de services de proximité. Grâce à des ententes de collaboration récemment entrées en vigueur entre la maison de naissance du Boisy-Blainville et les unités de naissance de différents centres hospitaliers du territoire, les femmes enceintes peuvent se rendre dans un centre hospitalier près de chez elles pour des besoins urgents ou non urgents tels que les échographies, certains tests de dépistage et autres. Bientôt, ce seront tous les centres hospitaliers accoucheurs des Laurentides qui seront dotés de telles ententes. À l'heure actuelle, les femmes peuvent se rendre à l'hôpital général de Saint-Jérôme, à l'hôpital de Mont-Laurier et à l'hôpital Laurentien de Sainte-Agathe-des-Monts. Une entente de collaboration pour l'unité des naissances de l'hôpital de Saint-Eustache est également en élaboration afin d'accueillir la clientèle sous peu. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, ainsi que le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, ont procédé à l'inauguration officielle de l'aire ouverte de Saint-Jérôme. Située au 420 Place du Marché, l'aire ouverte de Saint-Jérôme est un lieu qui regroupe un réseau de services pour les jeunes de 12 à 25 ans. Elle a été élaborée en collaboration avec les jeunes de la communauté, les familles et les partenaires afin de répondre aux besoins de la clientèle et pour tenir compte de leurs réalités et de leurs préoccupations. Sur place, les jeunes peuvent obtenir des services en santé mentale notamment et être accompagnés pour recevoir du soutien sur un large éventail de préoccupations qui peuvent toucher l'ensemble des sphères de leur vie. Elles peuvent être d'ordre relationnel, personnel ou familial. Le succès d'Aire ouverte repose sur la mobilisation de plusieurs partenaires, dont un grand nombre d'organismes qui ont manifesté leur intérêt à travailler ensemble afin de développer un réseau de services intégrés adaptés aux jeunes des environs de Saint-Jérôme. Il s'agit entre autres du service de police de Saint-Jérôme, de la ville de Saint-Jérôme, du SOS Café de rue, du Carrefour Jeunesse-Emploi Rivière-du-Nord, du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, du Cégep de Saint-Jérôme, de l'Université du Québec en Outaouais, d'Intégration Travail Laurentide, du Centre d'hébergement multiservices de Mirabel, du Carrefour Jeunesse-Emploi de Mirabel, de la ressourcerie Éclipse, du collectif 025 ans Rivière-du-Nord et Nord de Mirabel, de la Maison des Jeunes Rivière-du-Nord. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, mentionne que le programme Aire ouverte a fait ses preuves partout où il est déployé et que l'initiative permettra d'offrir aux jeunes des services qui leur sont particulièrement destinés, notamment en santé mentale, et ce sans rendez-vous.
Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire au ministre de la Santé, explique qu'avec de nouveaux locaux accessibles et accueillants, l'aire ouverte de Saint-Jérôme permet d'offrir aux jeunes les services qui font une réelle différence dans leur vie. Il ajoute que pour la communauté, c'est non seulement un outil supplémentaire de services sociaux, mais c'est aussi le résultat d'une collaboration exemplaire centrée sur celles et ceux qui seront l'avenir de la région. À Valmorin, la plage du lac Raymond ouvrira officiellement ses portes pour la saison estivale 2023 à compter du 18 juin. Nouveauté cette année, les non-résidents devront débourser un droit d'entrée pour accéder à la plage municipale. Depuis quelques années, la petite plage du lac Raymond attire de plus en plus d'adeptes qui veulent profiter des joies de la baignade. Pour la saison estivale 2023, la municipalité de Valmorin met en place une nouvelle formule afin d'améliorer le secteur de la plage et en faciliter l'accès aux citoyens. Ainsi, à compter de juin, les non-résidents devront débourser des frais quotidiens pour avoir accès à la plage. Cette nouvelle tarification découle d'une réflexion amorcée il y a quelques années concernant la fréquentation en forte croissance de la plage et sa petite capacité d'accueil. La plage étant ouverte et accessible à tous, la municipalité a fait face à différents enjeux au cours des dernières années en raison de l'achalandage accru sur ce petit emplacement en bordure du parc linéaire. Suite à de nombreux commentaires reçus des citoyens et dans un souci d'amélioration de l'utilisation des lieux et de la sécurité des baigneurs, un changement s'imposait. Cette nouvelle orientation permettra à la population de Valmorin de pouvoir jouir de cet espace familial et sécuritaire. Les droits d'accès pour les non-résidents de 13 ans et plus ont été établis à 10 $ quotidiennement et on propose un tarif préférentiel de 5 $ pour les enfants de 3 à 12 ans. Notons la gratuité pour les enfants de 2 ans et moins. La plage du lac Raymond est située aux abords du parc linéaire Petit Train du Nord. La municipalité assurera la surveillance de la plage du mercredi au dimanche, du 18 juin au 20 août. Le stationnement demeure accessible gratuitement aux résidents de Valmorin avec vignette citoyenne. Des frais de stationnement sont en vigueur pour les non-résidents. Revenez-nous après la pause. Nous sommes maintenant avec Mme Asuara Garcia Rodriguez, qui est propriétaire d'une jeune entreprise qui s'appelle La Chocolaterie. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la moindre des choses. On est toujours curieux par rapport aux jeunes entrepreneurs et ce qui les pousse à se lancer en affaires. Donc, en profondeur, seriez-vous en mesure de nous décrire votre entreprise, s'il vous plaît? Mais oui, moi, j'ai vendu Bonheur Saveur Chocolat. En fait, c'est une boutique en ligne de chocolat fin. Je suis inspirée de mes racines mexicaines. J'essaie de travailler avec les produits du terroir et faire ressortir les meilleurs du chocolat, les meilleurs des ingrédients avec tout amour et passion et tout, un peu de tout qui entoure ma vie. Mettre tout ça dans son chocolat, quelque chose qui vous fait sentir le bonheur, l'amour. C'est ça que je veux transmettre. L'amour dans une pastille de chocolat. Je veux rentrer la base. Le chocolat fin se distingue du chocolat pas fin, du chocolat commercial par la qualité des ingrédients. Comment est-ce qu'il est différent? Est-ce que c'est juste une question de goût? Est-ce que c'est parce qu'il ne vient pas dans un emballage en aluminium? Qu'est-ce qui distingue vos chocolats des Kit Kat ou des Bar Mars, s'il vous plaît? Premièrement, je pense que c'est le travail fait à la main. Okay. Il n'y a aucune machine à la maison, tout est fait de A à Z à la maison, dans l'atelier. Et bien sûr que pour parler d'un chocolat fin, on va parler de la matière première avec laquelle on travaille. Donc, quand on a un cacao qui provient de sources éthiques, déjà on peut parler que c'est un bon cacao, un bon terroir de cacao. C'est sûr que si tu as un bon chocolat et tu les contamines avec des ingrédients qui ne sont pas à l'auteur, peut-être qu'on n'aura pas à la fin un chocolat de la plus grande qualité. Vous avez dit un gros mot, le mot contaminé. Contaminé. Mon Dieu, c'est une connotation extrêmement négative. Et donc, donc la matière première, le cacao, comment est-ce qu'on le contamine? Quels sont les ingrédients que les grosses compagnies utilisent pour, comme vous le dites, le contaminer? On va rajouter des sucres non nécessaires, on va rajouter parfois de l'huile de palme, on va rajouter, dans les cas du chocolat noir, ils rajoutent de la poudre de lait. J'ignore pourquoi les grandes compagnies font ça quand on parle d'un chocolat noir, qui en théorie ne devrait pas avoir de produits laitiers. Et beaucoup de
bien sûr des produits pour allonger la vie des tablettes de leurs produits. Ben, la poudre de lait, j'imagine que c'est pour, pas atténuer ou simplifier, mais pour rendre moins prononcé l'amertume du cacao, parce que c'est le cacao pur, le cacao à quasiment 100%, c'est un goût, une saveur extrêmement complexe, extrêmement prononcé, que pas toutes les personnes apprécient. Ben, je pense que ça va dépendre un peu comme le café. Ça dépend vraiment le terroir du cacao, la saveur que celui-ci va avoir. Comme par exemple, on peut trouver des chocolats 70% qui vont être extrêmement amers et forts et que la plupart des gens vont moins aimer. Mais on peut trouver aussi des cacao 70% qui vont être assez doux. C'est sûr qu'on va sentir le manque de sucre, bien sûr, mais ce sont des cacaos assez agréables en bouche. Vous avez dit le terroir du cacao, c'est comme le café, est-ce que c'est comme le vin où un cacao produit dans une région quelconque va avoir une saveur différente qu'un cacao produit dans une autre région? Vraiment, vraiment. Oh, ouais. Puis parfois même, les choix des arbres aux alentours va influencer les goûts de ce cacao. Comme par exemple, il y a des terroirs où il y a des arbres fruitiers comme la banane et Valrhona a un chocolat Kidavoa qui justement il est entouré des plantations de bananes, ce qui apporte au chocolat un léger goût de banane. Pour vrai? Exactement. OK, donc le terroir que vous utilisez dans vos produits, lequel est-il? J'utilise plusieurs chocolats. Okay. Tous viennent d'un terroir bien différent. Puis vraiment, ça va dépendre de quels produits qu'on voudrait créer pour la saveur et les cacao qu'on va utiliser. La plupart de mes chocolats viennent du Madagascar, de l'Afrique, mais ça va vraiment dépendre. Parfois, certains chocolats sont un mix de plusieurs types de cacao. Est-ce qu'il y a des snobs de terroir de cacao? Des gens qui disent « Ah, moi, je peux juste manger ce terroir-là parce que c'est le meilleur au monde. » C'est lequel le terroir de cacao qui a le plus d'adeptes ou le plus de snobs qui disent « Ah, moi, c'est juste celui-ci que j'utilise. » Je pense que je n'ai pas encore trouvé des snobs du cacao, mais parfois, on va aller par les marques. Puis parfois, certaines personnes vont aller plus par des marques commerciales. « Oh, je mange juste telle marque de chocolat parce que c'est juste lui qui est bon. » Puis parfois, c'est sûr qu'on se ferme en disant « J'aime pas les chocolats noirs. » Parce qu'à un moment donné, tu as goûté un chocolat noir qui était amer, sans savoir goûter d'autres chocolats qui peut-être le sont moins. Ils vont avoir d'autres arômes, d'autres parfums, d'autres notes plus fruitées, moins fruitées, plus cacaotées, plus de cuir. Fait que ça va vraiment dépendre. Je dirais de jamais rester fermé et aller goûter d'autres cacao, puis pas juste dire « J'aime juste les 60%. Ouais, c'est ça. On va aller goûter un autre 60%, un peu comme les cafés. Si on n'aime pas une sorte de café, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les cafés du tout. Ou les vins, je pense que c'est le meilleur exemple. Vous avez mentionné que si une graine de cacao pousse dans un secteur où il y a beaucoup d'arbres de bananes, il se pourrait que naturellement, ça goûte un petit peu, le cacao goûte un petit peu la banane. Donc, c'est un processus qui se fait naturellement, mais c'est également un processus que vous entreprenez dans votre laboratoire, dans votre cuisine, où vous faites votre magie. Ce processus d'ajouter des saveurs, aussi minimes soient-elles, au cacao lui-même pour en faire un produit rehaussé. Et donc, ça, par contre, ce que vous faites, ce n'est pas naturel, c'est quasiment de l'alchimie, c'est un art, c'est de l'artisanat. Parlez-moi un petit peu de ce processus de trouver les saveurs qui s'agencent bien au cacao. C'est sûr que c'est vraiment un peu de chimie, un peu de... Je veux dire, on va des fois avec la passion, avec les émotions, avec des souvenirs. Quand je veux créer un nouveau produit, j'aime sortir toute ma gamme de chocolat. Premièrement, je commence avec un ingrédient qui m'inspire. Si dernièrement, j'ai goûté un nouveau café qui m'appelle, qui éveille mes sens, c'est sûr, je veux créer quelque chose avec. Ça va être de sortir tous les chocolats, prendre une petite graine de café avec les chocolats, puis ça va être de même qu'on va trouver quel mariage se font le mieux. Et également, j'aime ça, mais aider de certains livres dans lesquels tu trouves le mariage le plus harmonieux. Mais c'est sûr que ça va toujours être une question de goût. Parce que quelque chose qui, pour moi, ça va bien fonctionner, ça se peut que pour tes papilles, ça fonctionne un peu moins. Mais j'essaie de me laisser guider par mes sens, par l'émotion, par qu'est-ce que je ressens quand je goûte un produit. Et par la suite, trouver les chocolats et les cacao qui va bien se marier avec. C'est ça, donc ce que vous nous dites, c'est que c'est un processus relativement instinctif
que vous utilisez, mais il ne faut pas perdre de vue que vous avez une formation là-dedans qui est la base nécessaire pour être en mesure de trouver les proportions adéquates pour faire une recette. Exactement. Là, faire une recette, c'est tout un autre art, on va dire. En premier, c'est de trouver la saveur qui va matcher ensemble. Puis je pense qu'ici, le monde et les possibilités sont vastes. Je pense que c'est ça le fun quand on travaille en cuisine, soit pâtisserie, soit gastronomie, soit chocolaterie, que ça va... On peut tout jouer. On peut jouer avec tous les saveurs, là, ça va fonctionner, c'est une autre histoire. Mais la création d'une recette, ça, c'est un autre art, on va dire, parce qu'il faut ajouter la bonne quantité de sucre, les bonnes quantités de gras, la bonne quantité d'eau ou des produits liquides pour ne pas créer une trop haute quantité d'eau qui pourrait nuire à la conservation de la recette. Donc, c'est vraiment tout un processus chimique. Parfois, on va s'aider des recettes de base, parfois et la plupart des fois, c'est essai-erreur, de voir qu'est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins, étudier la durée de vie, étudier comment que les gras vont réagir avec les autres ingrédients, sans que ça crée un changement trop intense de saveur, de texture ou des couleurs dans les cas du cacao, qui quand les gras migrent vers l'extérieur, blanchissent le chocolat, que parfois on pourrait croire que ça donne un chocolat qui n'est plus bon, mais c'est simplement les gras qui ont migré et qui ont fait ce changement de couleur, mais qui reste super bon. Du début à la fin, donc du moment d'inspiration, de l'idée de « Ah, je vais utiliser cet ingrédient-ci », que ce soit de l'érable ou de la pomme grenade, de ce moment-là, tout au long du processus, perfectionnement, goût, tout, jusqu'à la fin, lorsque le produit est prêt à être vendu, ça peut prendre combien de temps, plus ou moins? Je dirais, oui, ça va vraiment c'est dépendre. Long, okay. Ça va vraiment dépendre. Il y a des recettes qu'on va dire que parfois ça fonctionne à merveille, puis tout est beau, et on va dire que dans un mois, on peut avoir un produit. Mais c'est sûr que si on veut étudier comment il va réagir, il va falloir qu'on les garde un mois, peut-être j'aime ça les garder 2 mois, voir comment que la texture va réagir et toutes les propriétés du cacao vont rester. C'est sûr qu'on ne voudrait pas vendre quelque chose qui, même s'il est encore bon, il n'est plus beau visuellement. Et parfois, c'est des essais-erreurs. Juste de trouver, si tu penses que tu as les bons mix d'ingrédients, mais là, c'est trop sucré, ou pour une raison, ça devient plus dur, ou une texture non désirable, ça va être comme déjouer juste avec tes ingrédients. Les gras, OK, j'ai peut-être pas mis assez de beurre, j'ai peut-être mis trop. Les sucres, quel sucre va m'aider à faire en sorte que je vais allonger la vie sans donner un goût trop sucré, sans ajouter trop de matière sec dans la recette pour avoir une bonne texture puis une durée de vie. Question en 2 volets. Quel ingrédient vous avez utilisé pour l'une de vos recettes qui a donné le meilleur produit? Et s'il y a un ingrédient que vous avez tenté d'utiliser dans un chocolat et que le produit final vous a donné quelque chose qui vous a fait faire « Ouf, non, ça ne fonctionne pas, je ne réessaye pas cela. » Je pense qu'honnêtement, les hydromel rosé d'Intermiel m'a tellement inspirée du moment où je l'ai découvert, je l'ai goûté. C'est un monde de recettes qui sont sorties dans ma tête. Peut-être qu'on peut les mettre avec des framboises, peut-être qu'on peut les mettre avec ci, peut-être qu'on peut les mettre avec ça. Puis c'est sûr, en arrivant à la maison, je voulais juste jouer avec quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre, jusqu'à temps que ça donne une très, très bonne recette. Puis l'ingrédient que j'aime le moins aimer travailler... Puis que vous ne travaillez plus. C'est juste, vous pensez peut-être que ça allait être une bonne idée, puis finalement, ce ne l'était pas. Il doit sûrement y en avoir un. C'est sûr qu'il y en a. Mais moi, je ne me rappelle pas tout de suite. C'est sûr qu'il doit en avoir. Il y a des recettes que j'ai juste plus refaites parce que c'est pas ça. Ça donnait pas... Parfois, on visualise quelque chose dans notre tête, puis on pense que ça va goûter bon, puis on fait ensemble. C'était une recette super simple. Je voulais faire une recette cappuccino. Qu'on pense que ça devrait fonctionner avec du Exactement. Du cacao. Puis j'avais la bonne recette dans ma tête, mais on fait en bouche, c'est pas ça que je voulais. C'était trop sucré, ça goûtait pas assez le café. Après une certaine quantité de temps, la texture avait changé. Ça a été comme... C'est décevant quand ça arrive, ça. Quand vous dites « Ah, j'ai une merveilleuse idée, ça va donner quelque chose de spécial », puis
quand ça donne pas quelque chose de spécial, est-ce que ça vous... Ah, c'est pas que c'est oui, c'est décourageant. C'est décourageant, puis tu te dis, ben j'ai passé plusieurs jours à étudier la recette, à faire des tests, à mouler, puis ça donne pas qu'est-ce que tu veux. Mais je pense qu'on apprend toujours. On s'assoit, on fait notre état des comptes de, OK, il y avait cet ingrédient, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Souvent, en faisant cette étude de qu'est-ce que j'ai pas aimé? Est-ce que c'est juste la saveur? Est-ce que c'est la proportion? Parce que peut-être on peut ajuster les tirs juste en augmentant ou en réduisant la quantité de 1 des 2 recettes dans notre chocolat. Mais même que ce soit décevant, je pense qu'on apprend toujours. Il sort quelque chose de bon de ces erreurs-là. Puis, comme par exemple, un des chocolats avec lesquels j'aime travailler, qui s'appelle Dulce de Valrhona, c'est en fait une erreur qui est née par un chocolatier qui a laissé dans son bain-marie un chocolat blanc un peu trop longtemps pendant qu'il allait faire une exposition. Okay. Quand il est revenu, il a vu que ça l'avait brûlé un tout petit peu sur les coins du chocolat. Okay. Et ça donnait un goût de caramel, des biscuits salés. C'est sûr, ça leur a pris 7 ans pour arriver à un chocolat qui était stable, qui a une petite couleur brune, puis que honnêtement, c'est mon préféré, il goûte le ciel. Mais c'est né d'une erreur. Okay. Donc, il ne faut pas se laisser décourager par ces erreurs-là qui peuvent parfois mener à la recette. Exact, le moment eureka. Vous faites des chocolats, donc des tablettes de chocolat, des pastilles de chocolat, mais vous faites également d'autres types de desserts dans lesquels vous insérez vos chocolats? Oui, j'aime. À la base, je suis pâtissière, donc de temps en temps, je laisse mes côtés pâtissière sortir. J'aime faire des biscuits, j'aime travailler justement avec des recettes de chez moi, un peu de l'Amérique latine, ou d'améliorer des recettes super connues par tout le monde. Les classiques biscuits au chocolat, les brownies au chocolat. Dernièrement, à demande de ma famille, j'ai fait des alfajores, que c'est une recette de l'Amérique latine que plusieurs pays se chicanent, on va dire. C'est des petits biscuits faits avec la fécule de maïs, très friable, très frais. La recette de base est remplie avec dulce de leche. Mais pourquoi pas jouer, au lieu de mettre juste le dulce de leche, faire une ganache au dulce de leche. Là, c'est le temps de s'amuser. On met du caramel, on met du pralin, on s'amuse, on laisse aller. C'est ça. Donc, vos recettes, vos produits sont très influencés par ce que vous avez dit, les recettes de chez vous. Parlez-nous un petit peu de ce chez vous. C'est le Mexique que vous me mentionnez, ou plus précisément, et quelles sont les saveurs, les ingrédients, les aliments, les trucs qui ressortent de ce chez vous-là? Je suis née à Cancún, au Mexique, et j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être la petite fille de Léonore. Ma grand-mère, c'est la source d'inspiration de tout ce que je fais. C'est elle qui m'a inspiré le goût pour la cuisine. C'est elle qui m'a montré qu'on peut dire « je t'aime », pas juste par parole, mais avec la cuisine, en faisant quelque chose que tu vas aimer. Et elle a été une cuisinière toute sa vie. Elle a eu des restaurants avec ses beaux-parents. Et une fois qu'elle est arrivée à la ville de Mexique, parce qu'elle est née à Oaxaca, puis elle a habité à Puebla, donc deux des villes où plusieurs plats typiques de Mexique sont nés. Je pense qu'elle avait juste le meilleur de tout le monde pour créer des bonnes recettes. Puis je pense que c'était une passion tellement forte que tout sortait naturellement pour elle. C'est des recettes qu'elle mettait ensemble, puis elle améliorait à sa guise et ça a donné de super bons résultats. C'est sûr que j'aime travailler avec des choses qui me rappellent chez moi. En étant des fois loin, on veut se sentir proche. Puis là, je pense que la façon de se sentir le plus proche de chez soi, c'est en mangeant quelque chose qui te rappelle la maison. Puis les cacaos viennent de Maya. Je viens de la région. Là, je dis qu'ils coulent fièrement dans mes veines. C'est sûr, j'aime travailler avec des piments, avec des épices. Justement, de mes tablettes, la tablette à la mexicaine est inspirée du repas traditionnel mole, que c'est un mix de... La recette originale contient plus de 26 ingrédients, dont j'ai gardé tous les côtés épices. On laissait de côté les tomates, ail, etc. Mais quand tu travailles avec la vraie cannelle mexicaine, avec la vraie vanille mexicaine... ça donne quelque chose de spécial. Ça pop dans
dans mes papilles, c'est sûr, ça donne un goût différent. Vous avez parlé de votre famille, comment cette facilité, cette capacité à vous exprimer à travers votre nourriture, vos produits, vous vient de votre famille. Est-ce que les membres de votre famille sont les critiques les plus difficiles de ce que vous faites? Est-ce que les personnes les plus difficiles à impressionner avec vos chocolats, avec vos friandises, avec vos sucreries, c'est votre mère, votre grand-mère, votre enfant, votre époux? Est-ce que c'est les membres de votre famille qui sont les plus tough à impressionner? Je dirais que non, ils m'aiment, ils sont gentils, Ouais. puis en étant la seule qui fait des sucreries, Ok. je pense qu'ils vont pas se plaindre, mais c'est sûr que je cherche toujours à surprendre, parce que, surtout dans les cas de ma mère, OK. elle et moi, on a les savoirs les plus fraîches, on va dire. Tous les deux, on a été nourris par la même femme, ma grand-mère, fait que c'est comme, est-ce que tu penses que ça goûte, qu'est-ce que ça doit goûter? OK, mais c'est sûr que là, on parle de perception, des goûts, quand j'ai fait goûter quelque chose à mon conjoint, mais c'est sûr que si lui n'avait pas, à la base, la connaissance de qu'est-ce que c'est plat original goûter, mais il peut être assez critique de celui-là goûte plus pas de assez, cannelle, c'est ça, d'accord. ça goûte trop, mais là aussi, c'est sûr que ce sont des palais qui ont été... C'est ça, parce que mon palais a été conditionné au chocolat commercial. Le vôtre, peut-être pas. Celui de votre mère, peut-être pas. Donc, lorsqu'on goûte du chocolat, on a des attentes différentes parce que mon monde de chocolat à moi est très, très, très restreint. Le vôtre, beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu, beaucoup plus ouvert. Donc, on n'a pas les mêmes attentes. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux consommateurs et de les convertir à cette ouverture d'esprit envers le chocolat? Je pense que de plus en plus, les gens veulent découvrir des nouveaux produits, ils veulent découvrir des nouveaux saveurs. Ils sont assez ouverts. Mais c'est sûr qu'il y a certains clients qui me le disent, tu sais, je ne vais pas donner ces chocolats à mon conjoint parce que lui, il fait juste les manger. Il prend pas le temps de les apprécier. Exactement. Ah. Puis je comprends quand que tu vas payer une bonne différence de prix entre un chocolat de commerce ou un chocolat fait par n'importe quel autre chocolatier, qu'on met notre amour, notre temps, notre art, nos connaissances, nos études dans son produit. Ce ne sera pas le même prix, ce ne sera pas le même goût, mais si on ne prend pas le temps d'apprécier, de goûter ce travail qu'il y a derrière et peut-être l'expression, qu'est-ce que le chocolatier derrière a voulu offrir, c'est sûr que c'est différent, mais je pense que les gens sont ouverts, sont prêts. Ils veulent essayer. Il y a certains qui restent avec leur, on va dire, leur bar Mars. Exact. Ou, Nestlé, whatever. Exactement. Bon, s'ils veulent goûter, on est là. Tous les chocolatiers, ça va nous faire plaisir de leur faire découvrir, mais si tu veux pas goûter, on peut pas te forcer. Votre entreprise a quel âge? 2 ans et demi. Elle est née en octobre 2020. Octobre 2020. Et donc, dans ces 2 ans et demi-là, comment avez-vous vu le changement au niveau de l'appétit des gens pour le chocolat? Est-ce que ça va en croissant? Est-ce que c'est du bouche à oreille qui se fait chez vos clients qui disent « Ah, j'ai goûté à telle chose, c'est spécial. » Comment est-ce que vous allez chercher des nouveaux clients vous-même? C'est sûr que je dois dire que c'est la partie la plus difficile dans mon cas, de mon entreprise, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Je trouve que par les réseaux sociaux, c'est très dur parce qu'on voit seulement du chocolat. Puis parfois, on peut dire « Ah, c'est beau, ça a l'air bon », mais tant que tu n'as pas goûté, tu te dis « ça reste du chocolat ». Mais c'est quand tu goûtes, quand tu as la magie, quand tu as un bout de l'histoire de la création de ces produits, que ta perception change, que tu te dis « OK, ça n'a pas été juste mis ensemble, il y a une histoire, il y a une histoire à raconter, effectivement ». Fait que la façon pour moi d'aller chercher des nouveaux clients, je pense que lorsque j'ai fait des petits marchés, des foires, j'essaie à faire goûter, à leur faire connaître un peu de mon monde. Ce sont lesquels mes inspirations, mes produits. J'aime parler et demander qu'est-ce que ça vous inspire, oui, et des fois sortir des nouveaux produits parce que c'est... Il faut être à l'écoute, c'est ça. Exactement. Pas juste mes goûts, mais qu'est-ce que les gens qui me suivent et qui m'encouragent veulent goûter. Puis c'est des fois comme ça qu'on sort des nouvelles recettes qui vont aller chercher plus de personnes. Puis je pense que quand tu as un bon produit, le bouche-oreille, c'est la chose la plus magique qui puisse se faire. Ça donne les goûts aux gens
d'essayer. Quand une personne de confiance t'a parlé d'un produit qu'il a aimé, ça fait la magie et ça coûte rien aux gens. Exact. Pour acheter de vos produits, vous n'avez pas pignon sur rue. Comment est-ce qu'une personne qui serait intéressée à goûter à vos produits pourrait s'en procurer? J'ai une boutique en ligne pour l'instant. Les gens peuvent me trouver à www.lachacolaterie.ca. Le point de ramassage, c'est dans mon atelier, dans ma maison, à Saint-Janvier, à Mirabel. Sinon, je me promène un petit peu Puis dans vous faites les la marchés. livraison également? Exactement, je Exact. fais la livraison. Le mois d'été, c'est un peu plus difficile. Tant que j'aime la chaleur, mon chocolat ne l'aime pas. Je ne voudrais pas que vous soyez déçus à recevoir un fondu au chocolat. Quelque chose de fondu, exact. Exactement. Un fondu avec plein de couleurs, ça ne sera pas intéressant, mais dès le mois où il commence à faire plus froid, septembre, on repart avec la livraison. Mais vous me disiez qu'il y avait peut-être, vous avez dit que le chocolat aime moins les mois chauds, mais vous me disiez qu'il y avait peut-être une gamme de drinks, une gamme de boissons, une gamme de trucs qui se boivent, qui s'en venaient? Pas nécessairement, on va pas les boire, mais Ok. je voulais, ça c'est ma petite collection d'été qui s'en vient, je voulais m'inspirer des drinks qu'on est habitué à C'est boire ça. l'été, Voilà. faire peut-être des petites barres avec des ganaches, margarita, mojito, pourquoi pas un mojito au sapin, prendre quelque chose qu'on connaît déjà, puis l'amener un peu plus loin, changer, quelque chose qui va piquer la curiosité des gens, et pourquoi pas. C'est la partie la plus le fun de mon métier, de jouer avec des saveurs, d'inventer. Je pense que, oui, on peut se tromper avec des saveurs, mais la richesse est en goûter des produits différents en sortant des sentiers battus. Excellent. Ben, on a très hâte de goûter à ça. Puis on encourage tout le monde à expérimenter avec les chocolats plus fins de la chocolaterie. Je vous remercie énormément d'avoir été parmi nous. C'est super apprécié. Merci à vous. Je reste à l'écoute. Si je peux me permettre de donner... Bien sûr, vas-y, allez-y. Je me spécialise dans la personnalisation des produits. C'est ça ma force. C'est ça que j'aime le plus faire. Des textes, des saveurs que vous aimez dans son chocolat. Un projet différent. Why not? C'est moi la donc personne. les gens peuvent vous contacter puis demander des trucs plus spécifiques, demander des choses plus spéciales. Exactement, donc, exactement. Excellent. Personnifié, personnalisé. Exactement, à votre goût, à votre façon, ou donnez-moi carte blanche, c'est sûr, je ne vous décevrai pas. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Grâce à une entente survenue entre les deux municipalités, les résidents de Val-David peuvent dès maintenant se procurer une passe saisonnière à tarif réduit pour accéder à la plage et au stationnement du lac Raymond de Valmorin. La plage du lac Raymond ouvrira officiellement ses portes pour la saison estivale 2023 à compter du 18 juin. La passe saisonnière à tarif réduit pour la plage du lac Raymond est disponible entre le 5 et le 15 juin au parc régional situé au 5966 chemin du lac Lassalle à Valmorin. La passe est valide les mercredis, jeudis et vendredis, ainsi que les samedis et dimanches après 15 heures. Elle est valide pour les 200 premiers citoyens à se prévaloir de leur passe. La passe saisonnière à tarif réduit pour le stationnement de la plage du lac Raymond est disponible au comptoir de l'accueil de l'Hôtel de Ville de Valmorin, situé au 6120 rue Morin à Valmorin. Entre le 1er juin et le 31 octobre, le coût est de 60 $. Entre le 1er novembre et le 31 mai, le coût est de 40 $. Les résidents ont droit à une seule vignette par adresse civique et une preuve de résidence sera exigée. Les taxes applicables sont incluses dans le tarif. Les enfants de moins de 13 ans doivent être accompagnés d'un adulte. La plage est surveillée du mercredi au dimanche de 10h à 18h. La baignade est interdite en dehors de ces heures. Il est dorénavant interdit d'utiliser une embarcation à propulsion mécanique ou à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kWh dans les eaux du lac Raymond. Le 31 mai dernier, plus d'une quarantaine de citoyens ont participé à un atelier de discussion portant sur le devenir du territoire de Val-David en matière d'habitation.
Cet atelier de partage de réflexion et de co-création de solutions combinées aux données recueillies lors d'un sondage en ligne permettra d'outiller le conseil municipal dans ses décisions reliées aux enjeux de la densification. La mairesse de Val-David, Dominique Forget, explique que la densification douce peut avoir un impact sur l'abordabilité, la disponibilité des habitations, sur la mixité sociale, sur la rétention et l'attractivité de la main-d'œuvre, sur les paysages, sur la protection de l'environnement et des écosystèmes, sur la taxation, sur l'indice bohémien, sur les services et commerces disponibles, sur les déplacements actifs, sur la sécurité routière, entre autres. Animée par l'ARPAN, une entreprise de services conseils en urbanisme et en aménagement du territoire, c'est dans un cadre propice aux échanges que les discussions se sont articulées autour des axes suivants. Les bénéfices et enjeux potentiels de la densification douce permettant une réflexion sur les besoins spécifiques pour la population et les personnes vulnérables, tout en tenant compte des besoins évolutifs dans le temps. Les 10 règles d'or de la densification douce permettant une réflexion sur les conditions gagnantes de la densification en s'inspirant d'éléments de contexte propres à Val-David, dont son architecture, ses milieux naturels et son ambiance générale. Des solutions résidentielles pour chaque milieu de vie permettant une réflexion sur des types d'habitations souhaités au sein des différents milieux de vie résidentiels et mixtes de la municipalité. La mairesse Forget ajoute que lors de cette consultation, les membres du conseil ont circulé de table en table pour entendre les citoyens afin d'enrichir et bonifier leurs réflexions pour que les futures décisions sur cet enjeu important qu'est la densification douce contribuent à ce que Val-David soit une communauté où il fait bon vivre pour tous. Cette démarche répond à l'un des objectifs du plan stratégique 2023-2025 consistant à diversifier l'offre de logements résidentiels et augmenter de 30% le nombre de nouvelles unités d'habitation à l'intérieur du périmètre urbain et mènera ultérieurement à des changements réglementaires inspirés des recommandations citoyennes. Toutes les données recueillies lors de l'atelier participatif et du sondage en ligne seront présentées dans un rapport qui sera publié ultérieurement sur le site web de la municipalité. L'été se déroulera sous le signe du plaisir à Sainte-Adèle, alors qu'une foule d'activités et d'événements extérieurs seront présentés tout au long de la période estivale. Soirée nostalgia, fête nationale, fête familiale, petit jeudi ensoleillé, projection d'Adèle, activités sportives et rendez-vous avec l'histoire et le patrimoine. La programmation estivale 2023 en offre pour tous les âges et tous les goûts. L'été 2023 marquera les 20 ans des incontournables soirées nostalgia et inutile de dire que la ville soulignera l'événement avec tambour et trompette. En plus d'une programmation éclatante, cette édition unique sera ponctuée de performances spectaculaires et de rencontres mémorables, sans oublier la participation exceptionnelle du ténor Marc Hervieux comme ambassadeur de l'événement. Du 5 juillet au 5 août, 5 spectacles gratuits seront présentés les samedis à 20h dans le cadre enchanteur du magnifique amphithéâtre naturel du Parc de la Famille. Ces spectacles seront précédés d'une première partie à 19h qui mettra en vedette des artistes de la relève. Les soirées nostalgia débuteront en force avec la formation Tassez-vous de là qui rendra hommage au colloque. Viendront ensuite les spectacles de Lady Five, une formation 100% féminine qui interprétera les grands succès des années 60 à aujourd'hui, et de Guitar Story 2.0 qui réunira sur scène 5 musiciens-chanteurs ainsi qu'un mur de quarantaine de guitares pour faire revivre les succès des guitaristes les plus influents des 100 dernières années. Le festival Stradivaria sera de passage aux soirées nostalgia et proposera un duel musical exceptionnel entre le chef et violoniste de renommée internationale Alexander Da Costa et le roi des palmarès, King Melrose. Le spectacle de clôture a été confié au ténor Marc Hervieux, qui a concocté pour l'événement un répertoire spécial tiré de ses albums Nostalgia 1 et 2, les plus grands succès crooner de tous les temps. Plusieurs autres activités et événements seront également à l'affiche cet été à Sainte-Adèle. La célébration de la fête nationale avec le groupe Raffi et les traditionnels feux d'artifice. Des prestations de danse et de musique lors des Sentiers de la danse présentés par le Festival des arts de Saint-Sauveur, des spectacles pour enfants dans le cadre des petits jeudis ensoleillés, des ateliers de cirque lors de la fête familiale, des soirées cinéma en plein air avec les projections d'Adèle, sans oublier le programme Sainte-Adèle énergique qui offre des cours gratuits de yoga, danse en ligne, danse calée, danse percussive, zumba et swing en plein air.
La baladelle sera également présente lors de plusieurs événements et les Adélois pourront encore cette année bénéficier de l'aide de la ville pour organiser des fêtes de quartier. Le patrimoine sera également à l'honneur grâce à différents circuits historiques, des tours guidés avec un personnage historique, des murales des pays d'en haut, des circuits patrimoniaux de Sainte-Adèle et de Mont-Roland, des panneaux d'interprétation dans les parcs et plus encore. Revenez-nous après la pause. Je me présente, Michel Deslauriers, propriétaire marchand de Canadian Tire de Mont-Tremblant. Pour commencer, j'aimerais dire quelques mots sur notre construction, la manière que ça s'est déroulé et tous les critères de notre nouveau magasin. Nous avons commencé la construction il y a 1 an. Cette belle construction-là, avec une architecture spéciale, souvent je dis au monde, c'est le plus beau magasin, mais les gens, ils croient que je dis c'est le plus gros magasin. Ce n'est pas le plus gros Canadian Tire, c'est le plus beau Canadian Tire. Bien important, au Canada. J'aimerais vous parler de tout l'aménagement du magasin. Premièrement, nous avons un centre d'horticulture, au fond, qui n'a pas ouvert cette année. Pourquoi? À cause de la date d'ouverture du magasin, qui était fin mai, début juin. On n'a pas osé de faire entrer des fleurs en ce moment. Mais l'année prochaine, je vous promets un beau centre d'horticulture. À côté, vous avez le ramassage en magasin. Le ramassage en magasin, en fin de compte, c'est des casiers à l'intérieur de cette salle. Et c'est le e-commerce. Le client peut venir chercher sa marchandise à n'importe quelle heure bientôt. Là, en ce moment, c'est jusqu'à 9 h le soir, mais bientôt, ça va être 24 heures sur 24. Nous avons aussi, bien entendu, notre beau centre auto. Nous avons 11 B pour les centres auto. Si on compare ça à l'ancien magasin, c'était 6 B. Fait qu'on a doublé la superficie du garage. Le magasin, on a quadruplé la grandeur du magasin. Le magasin ici, le bâtiment mesure 110 000 pieds carrés et l'ancien magasin environ 32 000 pieds carrés. Point de vue, tout décor extérieur, comme vous voyez dans le stationnement, on a planté 300 arbres total dans le stationnement. La toiture du magasin est toute végétale, ou un tiers végétal, pas toute, excusez-moi, ou un tiers végétal. Nous allons avoir aussi, d'ici cet automne, des bornes électriques qui vont être situées dans le coin du stationnement. 6 bornes pour les voitures électriques. Fait que tout ça ensemble, ça fait qu'on a un magasin extraordinaire. Un intérieur aussi, si vous n'avez pas été à l'intérieur, un intérieur spécial chez Canadian Tire, tout blanc, avec des lumières LED, un plancher de béton poli. Ça fait vraiment un beau décor de magasin. C'est la nouveauté chez Canadian Tire. Ça fait quand même contemporain. Ça fait un charme au magasin. Ouais. À part de ça, écoutez, je vais laisser la parole à M. Villemer pour dire qu'est-ce qu'il y en est de la corporation avec Canadian Tire, tout ça. Je vous invite, M. Villemer. Merci. Quand on pense à notre mission, Canadian Tire a pris beaucoup de temps à réfléchir à notre raison d'être. Puis notre raison d'être, plus que jamais, c'est d'être là pour améliorer la vie des gens d'ici. Et je pense que améliorer la vie ici passe par notre investissement qu'on vient de faire dans cette communauté ici à Mont-Tremblant. Donc un investissement important pour nos clients ici, pour la ville de Mont-Tremblant.
Le client est toujours au cœur de nos décisions. On offre et on conçoit des produits de classe mondiale qu'on adopte de façon continue pour nos clients. On déploie des technologies de renommée mondiale dans nos garages, dans nos magasins pour supporter ce qu'on fait en magasin. Je pense qu'un autre point qui est très important, et M. Deslauriers est membre de la base Bon Départ au conseil administratif, mais on redonne aussi à la communauté. Donc ça, je pense que c'est très important. Canadian Tire est ici pour en faire, c'est sûr, mais on reconnaît aussi nos communautés et on redonne, nos propriétaires redonnent aussi à leur communauté à travers le Québec, à travers le Canada. On est fiers de ce magasin-ci parce qu'il est unique sur le plan architectural. Il est en harmonie avec le milieu. Alors, on est très fiers de ce magasin. Ça fait longtemps que je travaille pour la compagnie. J'ai vu beaucoup de magasins au travers du Canada et je vous garantis que celui-là, c'est le plus beau, Michel. C'est le plus beau magasin qu'on a là, au Canada. Donc, un sincère merci à la ville de Mont-Tremblant, M. Brisebois, aux élus, à la Chambre de commerce. On vous remercie beaucoup de votre support. Sans vous, on ne pourrait pas être ici aujourd'hui. Ça a été un travail colossal et on vous remercie infiniment pour ça. Donc, sur ce, je vais passer la parole à M. Brisebois. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette annonce d'ouverture du nouveau Canadian Tire. Je pense qu'on peut dire bravo aux propriétaires et à l'équipe de réalisation. Souvent, on dit merci à Michel, mais il y a du monde en arrière de ça, qui ont fait la preuve que oui, c'est possible de faire un magasin grande surface avec une architecture s'harmonise avec Mont-Tremblant, ce que vous disiez tantôt. Il faut aussi souligner les efforts pour ajouter des éléments éco-responsables. C'est sûr qu'on va se répéter, mais nous autres, c'est important de le dire parce que on est un petit peu tannant des fois là-dessus, la ville, sur l'environnement, mais je pense que c'est pas d'être tannant, on est rendu là aujourd'hui. Fait qu'il faut aussi souligner les efforts des éléments éco-responsables à cette nouvelle construction, comme la décontamination des anciens terrains, des bornes de recharge qui vont arriver pour les véhicules électriques, des stationnements tourés d'arbres, comme disait Michel, plus de 300, qui vont offrir de l'ombre quand ils vont être matures, puis aussi un toit vert pour aider les îlots de chaleur. Évidemment, plus grand, ça veut dire plus de personnel. Et donc, la création d'emplois. On passe de 70 à 130 employés. C'est 60 nouveaux emplois à Mont-Tremblant et la région. Vous savez, c'est un objectif, nous autres, dans notre plan stratégique, de créer de l'emploi dans des secteurs autres que le tourisme, de diversifier notre économie. Là, on travaille, Michel, c'est quelque chose de bien au niveau du logement. On espère que ça va pas. Cet automne, ça va lever. Les commerçants vont être sollicités. C'est sûr qu'il va falloir que tout le monde mette la main à la pâte, on s'attend à ça. Le déménagement du Canadian Tire a aussi permis de relocaliser une première entreprise dans notre parc d'affaires durable qui était le promeneur. Je tiens à le souligner parce que c'est quand même des terrains qu'on a acquis pour ça. Je pense que l'investissement majeur que vous faites ici, chez nous, envoie un beau signal aux investisseurs et aux gens d'affaires. Ça va bien à Mont-Tremblant. Et je suis sûr que votre investissement va en entraîner d'autres dans la région. Alors, félicitations pour votre ténacité. Bravo pour votre bâtiment exemplaire. Je tiens à dire merci de faire partie de notre cercle vertueux de notre économie locale. Vous êtes un gros joueur. Merci, bonne journée. Ayant comme objectif d'accroître l'utilisation de modes de déplacement actifs dans le périmètre urbain de la ville, ainsi que de favoriser les alternatives à l'auto en solo sur son territoire, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, en collaboration avec l'organisme MOBA, lance une consultation publique afin d'identifier les enjeux et de cibler les besoins des citoyens en termes de déplacement non motorisé. L'objectif principal du processus consultatif est d'identifier les enjeux relatifs à la mobilité active
Par exemple, la marche, le vélo et les aides à la mobilité comme le vélo à assistance électrique et le quadriporteur sur le territoire de la ville afin de déterminer si les lieux d'intérêt sont accessibles par les transports actifs et si ces déplacements peuvent se faire de façon sécuritaire et confortable. La démarche permettra ensuite de cibler, voire de confirmer plus précisément les besoins et les habitudes en termes de déplacement non motorisé pour l'ensemble des usagers de la route. Les résultats obtenus auront pour but d'établir un plan de mobilité active adapté à la réalité locale et viable à long terme. M. Frédéric Brouille, maire de Sainte-Agathe-des-Monts, explique que les territoires offrent une multitude de possibilités en termes de transport, notamment avec la présence du parc linéaire Le Petit Train du Nord, l'autoroute des Laurentides et le boulevard Norbert-Morin qui traversent la ville, de nombreux sentiers de marche, un centre urbain en plein essor et de nombreux développements résidentiels. Il ajoute qu'il est donc essentiel d'écouter les citoyens pour comprendre leurs besoins et leurs réalités et s'assurer de maintenir une bonne harmonie entre l'ensemble des usagers du réseau routier. Par la démarche, la Ville souhaite également améliorer la cohabitation entre les différents usagers de la route, encourager l'utilisation du transport actif, en favoriser l'accès et assurer la fluidité de déplacement sur le territoire. Puisque les habitudes et les besoins de l'ensemble des utilisateurs de la route Puisque les habitudes et les besoins de l'ensemble des utilisateurs des routes du territoire sont requis pour l'élaboration d'un plan de mobilité actif représentatif, toute personne qui se déplace de façon régulière sur le territoire de la ville est invitée à participer au processus de consultation, que ce soit pour des déplacements quotidiens, professionnels ou récréatifs. La consultation publique se déclinera en 2 étapes, soit par un sondage en ligne et par la tenue d'un atelier thématique en personne. Le sondage en ligne est proposé de manière à dresser un portrait démographique des utilisateurs des routes du territoire et d'identifier les habitudes ainsi que les besoins des parties prenantes. Cela permettra à la Ville de recueillir des idées de mesures qui favoriseront les modes de déplacement actifs qui s'inscriront dans le premier plan de mobilité active de Sainte-Agathe-des-Monts. Le sondage demeurera ouvert jusqu'au 23 juin et les réponses sont traitées de manière confidentielle. La Ville sollicite également toutes les parties prenantes à prendre part à l'atelier thématique qui aura lieu le 14 juin prochain de 18h30 à 20h à la Villa des Arts, située au 27 rue Saint-Louis à Sainte-Agathe-des-Monts. Dans le cadre de cet atelier, les résidents, travailleurs et villégiateurs sont invités à échanger à propos des enjeux rencontrés en matière de mobilité active, ainsi qu'à définir leurs besoins en déplacement ou ceux de leur entourage. Durant l'atelier, les participants et animateurs travailleront de concert afin de rechercher des solutions aux enjeux nommés et à l'émission d'une vision de mobilité durable. Par la mise en place de ce processus de consultation, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts favorise la transparence et la participation citoyenne. Elle est soucieuse de connaître les idées et les besoins de ses citoyens et visiteurs lorsque des enjeux touchent directement leur milieu de vie. Afin de solliciter le plus grand nombre de participants à ce processus, une paire de billets pour le spectacle de Simon Gouache au Théâtre municipal de Sainte-Agathe-des-Monts, le Patriote, sera tiré parmi les participants au sondage et à l'atelier thématique. L'équipe du Centre sportif des Pays d'En Haut rappelle aux usagers du centre qu'il reste encore des places disponibles à des activités programmées pour la prochaine session qui se déroulera du 12 juin au 20 août. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la MRC des Pays d'En Haut. La Ville de Mont-Laurier a annoncé l'ouverture des jeux d'eau. L'aire des jeux d'eau sera accessible tous les jours de l'été à compter de 8 h jusqu'à 21 h. Des toilettes sont notamment disponibles au bloc sanitaire situé près des terrains de soccer. Afin de préserver la propreté du site, la Ville désire rappeler quelques consignes afin d'assurer un endroit convivial et sécuritaire pour l'ensemble des familles et des utilisateurs. Il est interdit de courir, de manger ou de boire sur la dalle des jeux d'eau. Il est interdit de s'asseoir sur le drain au centre de la dalle afin d'éviter l'accumulation d'eau. Il est interdit de grimper dans les structures. Aucun animal n'est permis. Il est interdit d'utiliser des contenants en verre. La surveillance parentale est obligatoire pour les enfants de 8 ans et moins. Toute personne qui ne respectera pas les règlements mentionnés pourra être expulsée du site. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et ministre responsable de la région de Laurentides, Benoît Charette, ont annoncé un investissement de 888 668 $
visant à maintenir active l'Alliance pour la solidarité de la région des Laurentides. La poursuite des alliances pour la solidarité s'inscrit dans la prolongation de la période d'application du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Cette prolongation, d'une durée d'1 an, permet à la ministre de mener une grande tournée dans toutes les régions du Québec pour consulter ses partenaires, les élus et l'ensemble des acteurs du milieu communautaire. C'est grâce à cela que le prochain plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale correspondra à la réalité d'aujourd'hui et permettra de faire face aux enjeux à venir. Les deux ministres profitent de cette annonce pour inviter la population de la région des Laurentides à participer à la consultation publique. Jusqu'au 30 juin 2023, toutes les personnes qui souhaitent exprimer leurs idées peuvent le faire en répondant à un sondage en ligne. Tous sont invités à déposer un mémoire ou à remplir des questionnaires thématiques. Des groupes de discussion seront également formés dans plusieurs régions du Québec en juin 2023 pour entendre les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. La Ville de Mont-Tremblant encourage sa population à faire l'entretien de sa pelouse de manière écologique et c'est pourquoi elle offre maintenant la possibilité à ses citoyens de bénéficier d'une subvention permettant de couvrir une partie des frais d'achat de lames déchiqueteuses pour faciliter la tonte écologique de leur pelouse. Le programme de subvention pour l'entretien écologique des pelouses encourage les interventions éco-responsables et l'utilisation de méthodes alternatives et plus écologiques comme l'herbicyclage et le feuillicyclage pour l'entretien des terrains résidentiels. Ce sont deux techniques simples qui consistent à laisser au sol les rognures de gazon et les feuilles mortes, permettant ainsi de nourrir la pelouse et de la protéger contre la sécheresse et les maladies. La Ville proposera le 21 juin prochain une conférence de la pionnière de l'horticulture écologique au Québec, Edith Smeester, sur les différentes méthodes d'entretien écologique de la pelouse. Biologiste, formatrice et écrivaine depuis 20 ans, Edith Smeester est récipiendaire de nombreux prix et membre du prestigieux Cercle de Phoenix regroupant des personnalités ayant contribué à la cause de l'environnement. Au menu, valorisation des résidus verts, produits naturels et méthodes culturales écologiques pour obtenir une pelouse dense, luxuriante et en santé, de même que des solutions de remplacement à la pelouse. L'utilisation de lames déchiqueteuses facilite le travail en broyant l'herbe et les feuilles sèches lors de la tonte. Le programme de subvention pour l'entretien écologique des pelouses, offert depuis le 1er juin, donne droit à un remboursement en fonction de l'équipement acheté. Pour une lame déchiqueteuse, pour une tondeuse à gazon conventionnelle, il y a un remboursement possible jusqu'à concurrence de 20 $. Pour un ensemble de déchiquetage pour tracteur à gazon, il y a un remboursement possible jusqu'à concurrence de 40 $. Pour une tondeuse manuelle ou électrique munie d'une lame déchiqueteuse, il y a un remboursement possible de la valeur de la lame jusqu'à concurrence de 50 $. Pour bénéficier de la subvention, une preuve de résidence à Mont-Tremblant est exigée, en plus d'une copie lisible de la facture originale de l'achat effectuée après le 1er janvier. Les pièces justificatives doivent être transmises avec la demande avant le 31 décembre 2023, soit à l'aide du formulaire en ligne disponible à villedemonttremblant.qc.ca/pelouse, en déposant la demande en personne à l'hôtel de Ville de Mont-Tremblant, en l'envoyant par la poste au service de l'environnement et du développement durable à l'adresse Ville-Mont-Tremblant, 1145 rue de Saint-Jovite, à Mont-Tremblant, code postal J8E1V1. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.